Qu'est-ce qui se passe véritablement dans notre pays avec ce phénomène qui est de plus en plus soupçonné lorsqu'il y a mort d'homme dans une famille? Il ne se passe plus une semaine sans qu'une mort ne soit attribuée à l'empoisonnement. Les mbenguistes, comme on les appelle communément, nos frères vivant à l'Hexagone, sont la grande cible de cette histoire qui défraie de temps en temps la chronique dans nos villes. Une fois au pays pour les vacances, un mariage ou une cérémonie, nos frères ne retournent que décédés ou ne retournent plus jamais parce que finalement enterrés. Les cas se comptent curieusement. La psychose de la venue au pays gagne un bon nombre qui s'éloignent du terroir. La nouvelle des cas d'empoisonnement circule dans les réseaux sociaux et même à travers le bouche à oreille, ces canaux de communication qui font cette mauvaise campagne salissante pour le pays. Ça fait peur. Que se passe-t-il véritablement? Le poison circule aussi facilement et comment? Les invitations à des manifestations sont-elles devenues des appâts au point que la méfiance s'empare des invités, pourtant joyeux de célébrer l'événement d'un parent, d'un ami, d'un enfant qu'on accompagne? On y assiste sans être à l'aise parce qu'on passe le temps à contrôler son verre, son plat, sa place, son environnement, comme si l'on était piégé. Comment comprendre cette attitude de peur totale quand on a délibérément accepté d'être convive? Rumeur fondée ou non, le phénomène d'empoisonnement a fini par gagner les esprits des gens au point qu'il est difficile de savoir où est la vérité. Toutes ces morts attribuées à cette affaire sont-elles vraies? La question mérite d'être posée. La plupart de ces cas de mort touchent ceux de la diaspora de passage dans leur pays, le Cameroun. On évoque la jalousie et la méchanceté pour ceux-là qui sont présentés comme des personnes ayant réussi leur vie parce que vivant à l'étranger. Le phénomène d'empoisonnement est donc un moyen de découragement pour ces jaloux vis-à-vis de leurs ambitions, leurs réalisations surtout, qui ne font pas toujours plaisir à leurs proches. C'est ce qui est dit. Simple imagination ou vue de l'esprit, allez donc savoir. Les morts des suites de ce phénomène d'empoisonnement continuent de se compter. La liste semble ouverte. À qui le tour? Monsieur Zé Yébé, vous êtes psychologue et nous vous avons sollicité pour parler de ce phénomène qui commence à gagner vraiment notre société. Qu'est-ce que vous en dites? Merci de m'avoir fait l'honneur en m'invitant ici. D'ailleurs, vous avez fait le portrait exact de la société actuelle avec le phénomène d'empoisonnement qui est un phénomène réel. C'est pour moi l'opportunité de sensibiliser la population sur ces phénomènes d'empoisonnement qui ne cessent de sévir aujourd'hui. On va y revenir tout de suite déjà. Comment se construit ce genre de choses dans la tête de quelqu'un? Jalousie, méchanceté, qu'est-ce que c'est exactement cet acte que quelqu'un pose? Généralement, lorsqu'on parle d'empoisonnement, il s'agit d'actes prémédités. On a l'impression que celui qui passe à l'action a eu à préparer, on va dire ça entre guillemets, un coup il y a bien longtemps. Il se passe donc qu'il se tisse dans l'esprit des individus un phénomène d'infériorité. Et c'est parce que on plonge dans la jalousie. Généralement, on dit la jalousie provient de l'incapacité. On se rend compte que autrui se hisse à un certain niveau d'honneur, de pouvoir, alors que on ne parvient pas à se hisser à ce stade. Alors on va chercher des mécanismes pour ralentir, pour freiner celui qui est bien vu. On passe donc par des procédés différents, à savoir l'empoisonnement. Il s'agit d'une violence qui n'est pas physique parce qu'on n'a pas les capacités parfois physiques d'affronter la personne. On va donc passer par des méthodes passives. Voyez-vous, l'empoisonnement est une méthode passive parce qu'on ne peut pas passer directement à l'acte de peur d'être vu, de peur de bafouer la confiance qui a été confiée. Il s'agit des personnes proches du sujet pour poser un tel acte. Alors, on ne l'a peut-être pas assez dit. En dehors de ceux de la diaspora ou des frères qui viennent passer des vacances ou pour des cérémonies, il y a même que quelqu'un empoisonne ses enfants, son épouse, ses personnes les plus proches. Comment expliquer cela? Dans ce phénomène d'empoisonnement, il y a plusieurs penchants. On peut aussi faire face à un type de personnalité. Oui. Parce que la personnalité précise peut être ancrée dans cette situation. On a par exemple les narcissiques, des personnes imbues d'une joie excessive, l'amour exagéré de soi. On a l'impression qu'on veut toujours être au-dessus. Alors ça devient pathologique. Parfois, il s'agit d'un acte pathologique au point où on a affaire à des personnalités précises. Les narcissiques, les personnalités
parano parce que le phénomène d'empoisonnement tient compte de deux axes. Celui qui va poser l'acte et celui qui va être empoisonné. Les deux agissent dans un fonctionnement de personnalité précise. Celui qui a peur d'être empoisonné, généralement, c'est de la parano. C'est ce qu'on appelle un benguiste. On a une position sociale importante, on a peur d'embrasser au crouy, on a peur d'être contaminé. Oui, mais sauf qu'on a eu des cas et ça les affecte. Effectivement, dans le phénomène social de l'heure, on voit une femme qui peut empoisonner ses enfants. Là, on va au-delà de l'engagement, au-delà de la haine, on a la pathologie. Dans certains mais cas... parfois, c'est qu'on est fâché tout simplement et puis on décide d'en finir avec... Effectivement, même quand on est fâché, l'individu fait face à plusieurs types de personnalités. Il y a des individus, quelle que soit l'ampleur de la situation, ne pourront pas poser un certain type d'acte. Par contre, d'autres individus, d'autres personnalités sont susceptibles de passer à certains actes parce que leur personnalité les prédispose déjà à avoir ce genre de comportement. Voilà pourquoi certains individus peuvent passer à l'acte même s'il s'agit de leurs proches. Mais attention, quel parent normal aimerait voir son enfant mort parce qu'on l'a empoisonné si ce n'est un dysfonctionnement? La question reste posée. Si ce n'est un dysfonctionnement, on comprend donc qu'il n'y a pas que l'aspect normal, il y a la pathologie. Vous qui êtes psychologue, on ne sait pas si vous avez eu des cas de personnes à traiter parce que justement, ces personnes souffrent de ce genre de maux. Les cas pareils, on les reçoit au quotidien. Et comment vous arrivez à les soigner? En réalité, le traitement est fonction d'abord de l'étiologie. On va chercher à comprendre la cause de la souffrance. On regarde les manifestations. À partir de ces manifestations, on voit qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de la gravité du cas. Quelqu'un qu'on amène auprès de vous en vous disant il a empoisonné son enfant, il a empoisonné son frère, qu'est-ce que vous faites? De manière calme, on va interroger l'histoire. On va interroger son vécu. Chaque individu a un vécu qui l'amènerait à poser certains actes. Dans ce vécu, on va interroger les différentes causes. Comment était son enfance? Comment étaient les relations avec ses proches, avec ses parents? Est-ce que et avec la personne empoisonnée? Avec la personne empoisonnée, bien sûr. Oui. On va interroger son histoire. À partir de l'histoire, on peut avoir l'étiologie et on peut avoir les mobiles qui amèneraient les individus à avoir tel penchant. C'est une histoire qui peut partir d'un passé douloureux, d'un choc, d'un traumatisme. Pas forcément d'une jalousie. Pas forcément d'une jalousie. Oui. Ça peut partir de l'enfance. Et il y a eu ces répercussions qui ont affecté son phénomène psychique et plus tard, à l'âge adulte, va se répertorier sur lui. Ceci à partir d'un stress actuel qui viendra réveiller le symptôme qui était enfui en lui dans le passé. Dans son subconscient. Effectivement. Oui. Et on va donc observer certaines dérives de la part du sujet. Et on commence à voir les manifestations, les réactions de ce comportement qui n'a pas commencé aujourd'hui. Généralement, c'est l'ami proche qui vous sourit, qui vous reçoit, qui vous sert même à manger, mais qui, en réalité, est dans un coup. Oui, généralement, on va souvent dire de manière triviale, le phénomène d'empoisonnement est beaucoup plus actif chez les femmes, dans le monde féminin. Vous pensez? Et pourquoi je parle en termes de statistiques? Pour passer à l'acte d'un empoisonnement, il faut avoir un sang-froid. Et la femme, non seulement elle a un sang-froid, elle a des capacités émotionnelles, des capacités affectives qui amèneraient l'individu à ne pas se douter. De quoi que ce soit, de quoi oui. que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle on estime que... Cela dit, les hommes empoisonnent également. Je n'ai pas refusé. Nous parlons des statistiques. On a dit la majorité, c'est ça. Et on l'explique en ce que pour passer à cet acte, il faut avoir un sang-froid, il faut avoir des capacités émotionnelles intactes. Et facilement, on glisse. Si on n'est pas proche de la personne, on ne peut pas réaliser un tel acte. Généralement, le phénomène d'empoisonnement se prépare en avance. Il a une préparation pas spontanée. Et il y a donc ce phénomène de préparation qui voit le jour. Et le moment venu, lorsqu'on est prêt... C'est toute une construction. C'est toute une construction. Lorsqu'on est prêt, alors on peut agir. Sachant que la personne va mourir. Effectivement. C'est la raison pour laquelle on parle d'un phénomène pathologique. Parce que avoir un sang
sang-froid et agir ne relève pas d'un aspect normal parce que il faut réunir les mécanismes, il faut réunir les situations. Est-ce que je suis sûr que Marie-Virginie va toujours s'asseoir près de moi à 15 heures? C'est pourquoi je parle d'une préparation. Il faut monter une situation précise. C'est vrai, ça pourrait arriver de manière automatique, mais pour que cela réussisse, il faut une préparation en avance. Les statistiques ont montré et ont prouvé que les cas d'empoisonnement qui ont lieu ont des préparations bien lointaines. C'est vrai, on peut trouver des situations automatiques, mais elles sont moindres. Les probabilités ne sont pas grandes. Voilà, nous allons sortir de cet entretien les phénomènes d'empoisonnement. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent, ceux qui ont peur d'être empoisonnés, ceux qui pensent le faire dans leur tête? Qu'est-ce qu'on peut dire au sortir de cet échange Au à ce sujet? sortir de cet échange, j'invite les uns et les autres à cultiver l'amour, à cultiver le pardon. Le pardon permet de se débarrasser de la haine qui existe en soi. Le pardon qui peut nous réconcilier avec soi-même, l'amour, et tout ira pour le mieux. Voilà qui est dit, le pardon libère. Nous allons vous dire merci d'être venu nous éclairer sur cette question, le phénomène d'empoisonnement qui nous perturbe énormément. Monsieur Zé Niébé, vous êtes psychologue, personnel du village de l'amour à l'hôpital Jameau. Merci d'être passé. Je vous remercie.